Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition sur BioOne Télévision. Au sommaire, bouffée d'oxygène pour la Commission électorale nationale indépendante. Une enveloppe financière de 22 millions de dollars américains sera injectée au processus électoral. Dans cette édition du journal, vous suivrez des réactions de la classe politique congolaise. Joseph Kabila s'est rendu compte ce mercredi de l'évolution des travaux des stades municipaux de Barumbu, Matete et Bandalungwa, des travaux des édifices où évolueront les futurs champions comme nos vaillants léopards qui ont atteint un stade d'avancement prononcé qui plonge justement toute la République démocratique du Congo en liesse après la qualification au bout du suspense des léopards en finale du 4e championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. 7 ans après, Matin Pivumbilei et ses coéquipiers envoient la nation congolaise à sa deuxième finale du CHAN au terme d'une demi-finale à couper le souffle. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Nous ouvrons par le sport. C'est l'actualité dominante de ce mercredi. Les léopards locaux de la République démocratique du Congo sont en finale du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Après une rencontre à rebondissement, les léopards de la RDC ont dompté les Sili nationales de la Guinée-Conakry par 5 tirs au but à 4 après des temps réglementaires. Le score était de 1 but partout. Les héros de la soirée se nomment Matin Pivumbilei qui a stoppé 2 tirs au but. Il va réussir à prendre le dessus peut-être sur Bangoura à la tête. Oh, Bolingué Pogu et le but. Bon, Punga, attention à cette frappe peut-être qu'il est Bangoura. Oh, attention, la frappe. Oh, l'égalisation. Oh, c'est incroyable. À la dernière minute du temps additionnel, Ibrahima Sori-Sangone qui en fait Keïta. Et c'est dedans. Contre-pied parfait du capitaine des Léopards qui lance parfaitement la RDC dans cette séance de pénalty. Le gaucher. Oh, il va rater. Oh, on l'a senti dans sa course d'élan. Boulengue face à Abdoulaziz Keïta. Et c'est arrêté par Abdoulaziz Keïta face à Laïma Tampi. Il va prendre énormément d'élan, Sankone, la frappe et ça passe. Et le but de Mika Miché entré en jeu et au Camara. Et c'est dedans, parfaitement tiré également pour Aboubacar Léo Camara. S'il arrête ce pénalty, et non, et la Guinée est toujours en course grâce à ce pénalty de Daouda Camara. 19 ans, Mecha Kelia. Il a hésité dans sa prise d'élan, mais c'est dedans. Alors où se présente Mohamed Youla. Et l'arrêt de Laïma Tampi. L'arrêt de Laïma Tampi qui offre public démocratique du... Alors, pour parler justement de cette victoire, nous recevons sur ce plateau Jean-Louis Lukanda. Il est journaliste sportif à BioOne Télévision. Jean-Louis Lukanda, c'est un match à rebondissement avec beaucoup de suspense. Finalement, on l'a eu, cette participation à la finale du championnat d'Afrique des Nations. Effectivement, on devrait l'avoir, comme je l'avais dit le dimanche dernier, quand vous m'avez le jour où la République démocratique du Congo s'était qualifiée pour le demi-finale, je l'avais dit que la rencontre face à la Guinée ne sera pas à la même hauteur que la rencontre face
au Rwanda, parce que le Rwanda, on n'avait pas peur de la qualité du football du Rwanda, mais on avait peur des avantages que cette équipe possédait, son public, qui jouait devant son public, qui avait un avantage, on l'avait d'abord remarqué avec... Voilà, comme tout pays organisateur, l'arbitrage était de leur côté, c'est tout ce qu'on avait peur. Mais le destin a fait que nous devrions rencontrer ce pays et nous l'avons battu. Par rapport au Sili national, en tout cas, c'est une équipe homogène qui devrait jouer avec une expérience de léopard de la République démocratique du Congo, l'homogénéité et l'individualité. C'est ça qui nous faisait peur parce que quand une équipe est unie, ça fait vraiment peu parce que vous ne savez pas de quel côté pourrait venir le but qui pourrait vous faire disparaître. Voilà. On avait raison parce que sur le terrain, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. 90 minutes des jeux après une prolongation. 120 minutes. 120 minutes du match. Une égalisation à la 120e minute. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué finalement cette égalisation? Une petite déconcentration Oui, une petite déconcentration de la défense qui avait perdu de vue qu'il avait en face de lui des adversaires qui étaient juste à l'écart et ils avaient perdu le contrôle de ces deux adversaires qui étaient juste derrière eux. Parce qu'ils étaient tous blocs du côté où devrait venir le ballon. Finalement, ça arrive très souvent. Hein, voilà, donc les erreurs défensives, voilà. Donc ça payait cash, ils ont pu égaliser, mais du moins, comme on l'a toujours dit, le dieu du football avait passé sa nuit du côté de la République démocratique du Congo. Le héros du match de ce soir, on l'appelle Matampi Vumbile, puisqu'il a stoppé quand même quelques tirs. C'est ce qui nous a sauvés, n'est-ce pas? Exactement. On a donné du boulot. Exactement, il y avait pratiquement le poids de toute la République sur lui, parce que quand on peut passer en revue le match tel qu'il a été, c'est Matampi l'homme du match. Et son expérience a fait aussi, parce que quand Matampi a commencé à faire son nom dans le football national, il a commencé par démontrer qu'il est capable d'arrêter les tirs au but. Et c'est ce qu'il a pu mettre en exergue lors de cette rencontre de Sili. Ça fait partie de ses particularités et qualités. Alors, qui sera l'adversaire de la République démocratique du Congo en finale? L'adversaire de la République démocratique du Congo sera connu demain. Je ne sais pas si ça sera aussi après 120 minutes ou 90 minutes. Sur qui vous jetterez votre dévolu en tant qu'expert dans le domaine? C'est le Mali qui va jouer contre la Côte d'Ivoire. Vous préférez jouer avec qui? Par rapport à moi, je préfère qu'on puisse rencontrer la Côte d'Ivoire parce qu'on a presque le même football. C'est l'expérience qui va jouer. S'il faudrait qu'on rencontre le Mali, on sera encore dans le suspense, plus encore tel qu'on l'a été aujourd'hui. Parce que là, il y a encore l'homogénéité, il y a la jeunesse, il y a encore la bonne volonté et la détermination de pouvoir gagner sans pour autant oublier que la majorité de ces équipes du Mali elle a joué la Coupe du Monde de U20. Donc, finalement, qu'est-ce que vous souhaitez pour la République démocratique du Congo? Finale? Oui, une finale qu'on a déjà acquis, mais j'aimerais que le lundi prochain, les trophées viennent en République démocratique du Congo et j'aimerais qu'on puisse l'emporter sans stress tel que ça a été aujourd'hui. Le ballon rond, je dire, nous rassemble finalement. Le ballon rond nous rassemble parce que toutes les avenues de la République démocratique du Congo jusqu'à ce moment, pour celui qui voudrait se déplacer tel qu'à Kinshasa, de Binza vers, c'est pas jusqu'à Delvaux ici, il n'y a pas de transport parce que tout le monde est dans la rue. La population est en liesse et nous allons prendre quelques réactions recueillies par nos reporters juste après cette victoire des léopards de la République démocratique du Congo sur les Sili nationales de la Guinée. L'on nous dit que cet élément sera disponible dans nos prochaines éditions. Nous y reviendrons, nous vous rassurons. Merci Jean-Louis Kaninda pour ces précisions. Lukanda, merci. On a beaucoup de Jean-Louis dans le sport. Merci d'avoir fait ce décryptage avec moi sur ce plateau, sur l'actualité sportive et surtout nous souhaitons bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo. Ces vaillants joueurs, nous espérons bien que la finale sera de la RDC. La RDC, pour une deuxième fois, on aura l'étoile du championnat d'Afrique des Nations sur le maillot de la République démocratique du Congo. Merci Jean-Louis, on espère bien. Retour à présent sur l'actualité politique. Mercredi fort mouvementé pour le président de la République démocratique du Congo. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, Joseph Kabila Beignon, dont la foule a visité dans la ville
Kinshasa, plusieurs stades municipaux, il s'agit notamment celui des Barumbu, Matete, Bandalungwa, c'était sous un soleil de plomb et accompagné à pied par une foule déchaînée. Le chef de l'État s'est fait une idée assez claire sur les travaux. Barumbu, le président de la République a entamé une visite d'inspection des quelques chantiers de la capitale. Joseph Kabila a suffisamment obtenu des renseignements quant à l'évolution des travaux de cette année. Les instructions ont été bel et bien respectées. Dans un temps relativement court, la jeunesse pourra s'émouvoir dans ces stades. Dans tout son parcours, le chef de l'État était ovationné par une population déchaînée. Vraiment tout ce pays makasi aumela et l'équipe stade nyonso apona bola mutiko bachaka mutu wapi tozaro sepela makasi. Le dernier stade visité est celui de la commune de Bandalungwa. Dans une ambiance sans pareille, Joseph Kabila s'est fait une idée précise des travaux exécutés dans ces chantiers. L'ambiance était telle que le président de la République, bravant le soleil accablant de ce mercredi dans la capitale, a poursuivi sa visite à pied, longeant l'avenue de la Libération ex-24 novembre, pour inspecter cette fois-là les musées nationaux du Congo en construction à quelques encablures du Palais du Peuple. Fini la ronde, Joseph Kabila, accompagné du Premier ministre et des membres du gouvernement, a rebroussé chemin, direction son bureau de travail. Réponse du berger à la bergère. Lambert Mende Malanga a répondu aux propos d'Hervé Latsou sur la reprise de la coopération entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO. Le porte-parole du gouvernement précise que c'est la demande insistante du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et non du gouvernement, comme justifié par le patron de la MONUSCO sur les antennes de Radio France Internationale. On l'écoute. Le gouvernement a tenu à faire une mise au point sur les circonstances réelles qui ont entouré la reprise de la collaboration entre les FARDC et la force MONUSCO. En effet, contrairement aux déclarations de M. Hervé Latsou, c'est à la demande insistante et pressante du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, et non à la demande du gouvernement congolais, que cette collaboration a été reprise. Le gouvernement congolais qui était convaincu que les forces armées étaient capables de mener à bonne fin les opérations de traque de ces groupes armés négatifs. M. Latsou a affirmé en outre que le règlement du contentieux entre la MONUSCO et le gouvernement congolais s'était soldé notamment par des poursuites judiciaires intentées à un des deux officiers généraux mis en cause par la MONUSCO et une mutation disciplinaire contre un autre des officiers généraux mis en cause. Ces deux officiers dont le déploiement au Kivu avait été au cœur du litige entre le gouvernement et la MONUSCO. Ceci est faux. En réalité, ces deux généraux avaient été, selon le gouvernement, injustement mis en cause par la MONUSCO. Et la MONUSCO n'a fourni jusqu'à ce jour aux autorités congolaises aucune preuve d'allégation infamante articulée naguère à l'égard des deux généraux. En conséquence, les deux officiers généraux ont été maintenus jusqu'à ce jour à leurs postes respectifs d'affectation, contrairement aux déclarations de M. le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Ce point de presse du porte-parole du gouvernement a coïncidé avec le traditionnel point de presse hebdomadaire de la MONUSCO où Hervé Latsou revenait également sur la question de la reprise de la coopération entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO. Les deux parties, selon lui, devront renforcer davantage ce lien de coopération pour ensemble neutraliser les groupes armés qui perturbent la quiétude dans la partie est de la République démocratique du Congo. Patricia Panzo et Darlise aussi.
C'est devant les chevaliers de la plume que le Premier ministre a choisi mardi de faire le bilan du gouvernement. Bilan marqué par un meilleur taux d'inflation depuis 8 ans, une stabilité monétaire, un indice de pauvreté passant de 85 à 63% pour ne citer que cela. La grande nouvelle, c'est le financement du processus électoral à hauteur de 22 millions de dollars pour le mois de janvier. Une distraction pure et simple, estime l'opposition. C'est pas une bonne nouvelle. Nous attendions 200 millions. Ça, c'est une distraction. Comment se pape à 22 millions? Ils ont beaucoup d'argent, ils doivent commencer au moins 200 millions. Comme ça, on voit la volonté d'aller de l'avant. 22, c'est pour gagner le temps. Mais on propose qu'il faut qu'ils sortent l'argent. Nous voulons aller vers une alternance. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Parce qu'ils n'ont pas eu 2 millions pour l'élection des gouverneurs. La majorité, quant à elle, salue cet effort du gouvernement malgré la conjoncture difficile. Nous avons prévu une ponction de 50 millions de dollars par mois. C'est ça le budget de l'État. Parce que pour les 1 milliard 200 millions qui étaient prévus pour l'organisation des élections, le gouvernement n'a pu dégager lors du débat sur le budget que 500 millions pour cette année. Et moi, j'ai vu l'opposition aussi à participer au débat. Moi, je n'ai pas vu un responsable de l'opposition dégager une idée lumineuse qui aurait pu nous permettre de mettre de côté plus de 500 millions de dollars par an. Personne n'a montré quelle est la meilleure manière pour la RDC de débloquer le 1 milliard 200 millions nécessaire pour l'organisation de l'élection générale. Alors, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé la baisse de coûts de matières premières. Vous savez très bien aujourd'hui que le budget de l'État dépend essentiellement de l'exportation des matières premières. Voilà les raisons pour lesquelles le dialogue doit avoir lieu. C'est tous ces problèmes qui sont prévus dans le cadre du dialogue. Nous devons réfléchir sur la meilleure manière de prévoir un processus électoral qui soit crédible, apaisé et même conforme aux standards internationaux. Pour la coalition des 33 ONG, c'est plutôt à la centrale électorale de bien jouer sa partition. Le gouvernement a l'obligation déjà de mettre à la disposition de la CENI les moyens nécessaires conformément aux prévisions que la CENI avait déjà élaborées depuis l'année passée. Mais maintenant, en ce qui concerne la CENI, nous disons qu'il n'est pas indiqué de mener les opérations de la révision du fichier électoral en dehors d'un calendrier réaménagé, parce que ce que nous entendons maintenant comme opération, disposition prise en rapport à la révision du fichier électoral, obéit à quel calendrier? Quelle est la date du démarrage de ces opérations? Et ces opérations devront s'arrêter à quelle date? Voilà pourquoi la CENI doit se montrer indépendante, publier rapidement un calendrier réaménagé qui doit inclure notamment les échéances pour la révision du fichier électoral. Autre annonce faite par Augustin Matata Pognon, c'est le financement du dialogue politique et inclusif convoqué par le chef de l'État. Nous sommes allés un peu vite en besogne. Vous avez compris avec moi que la Commission électorale nationale indépendante reprend son souffle pour la relance du processus électoral en République démocratique du Congo avec l'injection, très bientôt, comme annoncé par le gouvernement, de 22 millions de dollars américains. Entre-temps, les femmes n'ont pas attendu cet élément déclencheur pour être de plein pied dans le processus électoral. Un protocole d'accord vient d'être signé entre la Commission électorale nationale indépendante et l'ONU Femmes. Ces documents est un outil qui devra stimuler davantage la gente féminine à participer dans l'opération de révision du fichier électoral. 52% de l'électorat congolais, la gente féminine attire tout le regard durant ce processus électoral. Pour sa mobilisation et participation effective, la Commission électorale nationale indépendante vient de sceller un mariage avec l'ONU Femmes en vue d'un meilleur résultat durant ce cycle électoral. Des démarches aussi bénéfiques dans l'opération de la révision du fichier électoral. C'était pour un protocole d'accord qui doit être signé entre la CENI et l'ONU Femmes pour la mobilisation de la femme à la participation politique. Et pour être concret, c'est la mobilisation de la femme pour l'opération que nous lançons de la révision du fichier électoral. Cela permettrait une participation effective de la femme et nous avons donc échangé sur le processus. Une marche commune, CENI ONU Femmes pour des élections inclusives qui bénéficiera aussi d'une bonne contribution de l'ONU Femmes. Notre apport, c'est d'accompagner la CENI dans son mandat. Notre apport, c'est de sensibiliser à différents niveaux, que ce soit au niveau des femmes candidates, que ce soit au niveau des femmes électrices, et que ce soit aussi des femmes qui ont réussi à être élues pour essayer de partager leurs expériences avec les autres. Femmes candidates, femmes électrices
femmes expérimentées dans les rendez-vous des urnes, autant des casquettes qui seront mises en avant pour un aboutissement heureux de ce partenariat. Affaire Jean-Pierre Bemba à La Haye, le verdict annoncé pour le 21 mars prochain aura-t-il une incidence sur la situation politique actuelle en République démocratique du Congo, au cas où évidemment le président du MLC serait libéré? La question était évoquée lors de l'émission Débriefing sur B1 pour la majorité présidentielle. Ce serait plutôt dans le camp de l'opposition où la donne pourrait changer, tandis que du côté de l'opposition, elle considère la libération de Jean-Pierre Bemba comme une plus-value dans le combat qu'elle mène. Alain Atundou, porte-parole de l'AMP, et Moni Dela, acteur politique de l'opposition, ils étaient tous deux invités de Mamina Massengo. Si, M. Bemba, il faut d'abord attendre que la CPI se prononce. S'il est libéré, il sera accueilli par la grande famille congolaise, les hommes politiques. Je ne crois pas qu'il inspire une peur particulière, parce que le président Kabila a déjà eu à l'affronter, victorieusement. Et donc, ça va un peu émoustiller la vie politique, recadrer l'opposition. Je crois que s'il arrive, il y aura beaucoup plus de troubles dans l'opposition qu'au sein de la majorité qui est soudée. C'est une personnalité qui compte, non seulement dans l'opposition, dans le pays. Il faut pas, moi j'aime bien, c'est comme disait Sarkozy, la politique c'est l'addition. Jean-Pierre Bemba arrive ici, c'est une addition. C'est une prévalue. Il va ajouter quelque chose sur le plan des nombres déjà, sur le plan de ce qui représente, le plan de la pensée et de la vision. Je crois que c'est une très bonne chose. Ne comptez pas sur moi pour que je puisse souhaiter le malheur. Du coup, l'idée de la candidature unique de l'opposition sera difficile à concrétiser. Mais moi, je serai l'homme le plus heureux parce que ici, sur votre plateau, parce que vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer, j'ai dit que la candidature unique, c'est de pipeau, ce n'est pas le réel politique. C'est faux et archi-faux. Il n'y aura pas un candidat unique, il y aura un candidat de l'unité. Il y aura un candidat qui va unifier, qui sera le candidat accepté par le plus grand nombre des opposants. Wait and see, comme disent les anglophones. Débriefing, émission à suivre mercredi à 20h30 sur les antennes de B1 Télévision. Et puisqu'on parlait justice, longtemps vers la conjugaison des efforts pour éliminer définitivement les violences sexuelles et basées sur les genres, l'ONG Castratrice Network compte ainsi appuyer le système judiciaire national dans les enquêtes et les poursuites de ces actes, une valeur ajoutée dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Avec la promulgation de la loi sur la mise en œuvre du statut de Rome, qui confère la compétence aux juridictions civiles congolaises de réprimer les crimes internationaux à caractère sexuel, la RDC enregistre une avancée significative vers l'élimination totale des violences sexuelles et basées sur le genre. Malgré cela, bien des défis majeurs doivent être relevés pour atteindre cette fin. Le gouvernement s'emploie à présenter dès les sessions parlementaires prochaines plusieurs projets de loi relatifs à la ratification et à la mise en œuvre de certains traités internationaux se rapportant au renforcement de notre ordonnancement juridique. Une action rendue possible grâce au concours des partenaires de ce secteur, dont le récent rapport de l'ONG Castratrice Network, qui vise à renforcer le système judiciaire congolais en vue de réduire les contraintes juridiques et matérielles autour de cette question. Les recommandations que nous avons faites aujourd'hui vont permettre au gouvernement congolais de monter ses stratégies pour poursuivre ces phénomènes de violence sexuelle. Parce que vous savez que le Congo a été considéré à un certain moment comme étant la capitale mondiale de viol. Et nous pensons que des efforts doivent être fournis. Aujourd'hui, bien qu'on peut constater une réduction au niveau des statistiques des cas de violence à caractère sexuel, mais il faudrait continuer le combat pour que ces crimes puissent disparaître dans notre pays. Et je pense que ce serait vraiment le vrai combat qui vaut la peine. Selon ce rapport, 99% de femmes sont victimes de ces actes contre 1% des hommes. Voilà ce qui appelle à la conjugaison d'efforts afin de mettre un terme à ce fléau. Merci de nous suivre sur nos antennes, également sur notre site internet. À demain.